Le 14 avril 1931, c'est le jour de la proclamation de la République, puisque c'est le jour, le lendemain, des élections municipales qui ont donné une majorité absolue à la République, aux candidats républicains. Et le roi, Alphonse XIII, a abdiqué. Il a eu le bon sens et l'intelligence de, au lieu de dire « c'est des élections municipales, ça ne veut rien dire, je me maintiens au pouvoir », il a dit « bon, je prends acte que l'Espagne n'est plus monarchiste et j'abdique ». Ce qui a fait une transition pacifique. Le mot célèbre à l'époque, c'était on a fait la République sans même briser une vitre, sin romper un cristal. La transition a été tout à fait pacifique de la monarchie à la République. C'est parce que le peuple attendait quelque chose, un espoir, une nouvelle vie. J'avais 8 ans, mais j'ai toujours eu beaucoup de mémoire et je me rappelle très bien. La République espagnole est arrivée au moment, en 1931, dirigée, organisée, présidée au début par des gouvernements des républicains bourgeois, libéraux, est arrivé un moment où l'Espagne était déjà dans une situation sociale compliquée. Ce n'était pas simplement le passage d'une monarchie à une république parlementaire. Là, il y avait des vrais problèmes sociaux. Il y avait, à l'intérieur de cette transformation de la monarchie en république, il y avait des problèmes sociaux très graves, des luttes de classe très fortes. C'est donc une situation très compliquée où il y avait à la fois, pour une certaine partie de la société, pour les couches, si vous voulez, intellectuelles, professionnelles, éclairées, disons, la volonté d'une république bourgeoise qui soit avec des libertés fondamentales, etc. Et puis, en dessous dans le sens de la hiérarchie sociale, pas en dessous du point de vue des valeurs, en dessous, il y avait une volonté sociale beaucoup plus forte, quasiment révolutionnaire. J'ai quitté l'Espagne dans un contexte historique très précis, c'est la défaite de la République en 1939. Mais je n'ai pas quitté l'Espagne à ce moment-là, je l'ai quitté un peu plus tôt parce que ma famille, mon père avait déjà quitté l'Espagne parce qu'il était ambassadeur de la République espagnole à La Haye, aux Pays-Bas. Donc on a quitté l'Espagne en 1937 pour ça, pour ce poste-là. La famille a accompagné mon père et je suis donc arrivé en France à la fin de la guerre civile, mais je ne venais pas d'Espagne, je venais de Hollande, des Pays-Bas. C'est la défaite de la République qui a provoqué l'exil et l'installation en France. Les événements en Espagne, on les suivait avec beaucoup d'attention parce que bon, j'étais très jeune, j'avais 12-13 ans, mais c'était quand même un peu l'avenir de la famille qui se jouait là. Mon père était un homme qui était un catholique libéral de gauche, chose qui était assez rare à l'Espagne à l'époque, aujourd'hui c'est assez banal. Il avait pris parti pour le Front populaire et pour la République, et donc la défaite de la République était, on le savait d'avance, l'exil et l'impossibilité de revenir en Espagne. Pour fuir la France, il fallait aller où? En Espagne? C'était pire. Il fallait partir en Amérique du Sud, au Mexique. Mon père aurait pu demander, comme d'autres intellectuels espagnols, de partir au Mexique qui accueillait très facilement et très chaleureusement les réfugiés espagnols, surtout quand ils avaient des qualifications professionnelles, intellectuelles. Mais mon père a décidé de rester en France. Il a même eu ce geste un peu absurde et quichotesque. 2 ou 3 jours avant l'entrée des Allemands à Paris, il est allé à la préfecture de Paris, où on l'a reçu comme un fou, pour demander la nationalité française, pour exprimer sa solidarité avec la France en train de se faire battre par le nazisme. Donc vous voyez, il y a un choix de mon père, et puis moi j'étais en train de faire des études, et je pensais que, puisqu'un jour ou l'autre il faudrait se battre, autant se battre en France. Je n'étais pas à Paris. Je vivais à ce moment-là, j'étais hébergé par une famille française qui a quitté Paris, comme des centaines et des milliers d'autres familles, à l'annonce de l'arrivée des Allemands, qui a quitté Paris dans l'intention de se réfugier quelque part dans le sud de la France. Mais on a été rattrapé par l'avance allemande en Bretagne, à Redon concrètement. Et je me souviens de l'arrivée des troupes allemandes à Redon. Tout à fait, très bien.
très bien. Je me souviens très bien du silence, de l'entrée des premiers éléments motorisés de l'armée allemande, les motocyclettes, les voitures blindées, la ville de Redon complètement vide, faisant le vide autour de l'envahisseur, de l'occupant, et la surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'armée allemande arrive si vite, avec ses forces motorisées, en Bretagne. Donc je me souviens de l'arrivée des troupes allemandes très très bien. Je peux la décrire comme si c'était passé avant-hier. À l'époque, je ne connaissais pas des résistants au régime franquiste parce que j'étais plutôt lié, à cause de mes études à Henri IV, à Paris, j'étais plutôt lié avec les milieux français. C'est-à-dire qu'avec la défaite de la France en 1940, j'ai participé en 1940, novembre, à la première manifestation qui a eu lieu anti-allemande sur les Champs-Élysées vers l'Étoile. Les étudiants ont manifesté à ce moment-là, j'étais là. Donc mon contact avec l'Espagne s'est un peu rompu, c'est rétabli plus tard. Mais à ce moment-là, j'avais plutôt un contact avec la résistance française, le début, pour en 1942 prendre une liaison plus organique avec la résistance, et puis à partir de début 1943, y participer pleinement. Moi j'étais en classe de philo pendant l'occupation. J'avais fait ma troisième, ma seconde et ma première, j'avais sauté de la classe de seconde. Henri IV, j'avais fait la première l'année de la guerre, de la drôle de guerre, mais avant la défaite de l'armée française. Donc j'ai fait ma philo sous l'occupation. Et après, le début d'une licence de philosophie à la Sorbonne. Au départ, il y avait un sentiment très clair, c'est que j'avais été trop jeune pour participer à la guerre d'Espagne, et que pour moi, c'était la résistance anti-nazie contre les Allemands qui occupaient la France, c'était un peu la continuation de la guerre d'Espagne. C'était les mêmes ennemis, c'était les mêmes forces en face des Allemands, c'était un peu la grande bataille européenne entre fascisme et antifascisme, entre fascisme et démocratie. Donc pour moi, c'était la continuation de la guerre d'Espagne. Ça, c'est la première motivation. La deuxième, plus précise et concrète, c'est que je vivais en France, je partageais les discussions, les espoirs, les illusions, les craintes des étudiants français de mon époque, qu'en 1942, donc on était anti-allemand et on était anti-nazi. Tout ça est devenu plus précis en 1941 parce que comme étudiant de philosophie, j'ai découvert les œuvres philosophiques de Marx qui m'ont fait une impression énorme. Et donc là, on rajoute, si vous voulez, le côté philosophique marxiste à cette prise de position. Et puis, très naturellement, j'ai cherché des contacts avec prudence, dans la mesure où je ne voulais pas m'engager n'importe où et dans des organisations peu responsables et peu sérieuses. Et j'ai trouvé, et là, c'est là où je reprends à votre question d'avant, je repris le contact avec les Espagnols et l'Espagne. J'ai pris contact avec une organisation communiste espagnole de Paris. Et ce contact a été brisé, a été rompu par des arrestations qui sont produites chez les Espagnols de Paris, et la MOI, main d'œuvre immigrée, qui était le mouvement pour les étrangers du Parti communiste français, là où tous les étrangers, les Italiens, tous les réfugiés des pays d'Europe qui étaient communistes, étaient groupés dans cette MOI. La MOI m'a remis en contact avec la résistance. Ça a joué un rôle très important dans la résistance. Si vous vous souvenez, ou si vous avez entendu parler de cette fameuse affiche rouge, qui était l'affiche où on met les têtes de quelques résistants fusillés par les Allemands, qui a été après le titre d'un poème de Louis Aragon, devenu une chanson de Léo Ferré, l'affiche rouge, ce sont que des étrangers. Et les Allemands ont présenté ça comme l'armée du crime, pour faire peur aux Français en leur disant, vous voyez bien que ces résistants ne sont même pas des Français. Et il y avait dans cette affiche rouge, 22 fusillés, il y avait des Espagnols, des Russes, des Juifs, non français qui venaient d'Europe centrale, enfin voilà, c'était ça. La MOI, c'était ça. Ça, c'est d'une certaine façon, l'affiche rouge est indirectement, malgré la volonté allemande, à la gloire de la MOI, qui a organisé
beaucoup de groupes de résistance, et très actifs et assez efficaces. Et j'avais un ami qui était le fils de Lucien Hère. Lucien Hère était bibliothécaire de l'École normale supérieure qui a joué un rôle très important dans l'histoire intellectuelle de la France parce qu'il était l'un des hommes qui ont créé le mouvement de défense du capitaine Dreyfus à l'époque de l'affaire Dreyfus, l'un des hommes qui a formé Blum et d'autres dirigeants sociodémocrates et qui a joué un rôle donc important. Son fils était un ami et c'est à travers son fils que je rejoins la résistance, un réseau concrètement, un réseau de résistance qui s'occupait du parachutage, de la réception des parachutages d'armes et de la distribution des armes. Et ça me paraissait un lieu important où travailler. Et c'est comme ça que j'étais envoyé dans Lyon, parce que ce réseau Buckmaster, Jean-Marie Action, avait travaillé sur une partie de la France, mais très concrètement sur Lyon, la Bourgogne, la Côte d'Or, enfin, cette région de la France. Et c'est comme ça que j'ai atterri un jour à Joigny, envoyé par le réseau Jean-Marie Action, pour l'organisation des parachutages et de la distribution des armes. Mon pseudonyme, c'était Gérard. Et je l'avais, je ne me souviens pas très bien si je l'avais choisi ou on l'avait choisi pour moi. Bon. Et après, ce que j'ai choisi, c'est la suite. J'avais une fausse carte d'identité française, Gérard Sorel Jardinier. Pour pouvoir me balader partout dans Lyon à bicyclette, c'était le moyen de transport de l'époque, avec des sacoches remplies d'outils de jardinage qui cachaient des pièces détachées d'armes ou de choses à livrer ici ou là. Je circulais à bicyclette avec la sacoche et avec une identité de Gérard Sorel Jardinier. Ça m'amusait beaucoup d'être jardinier. Je n'ai jamais rien compris au jardinage. J'aime beaucoup les fleurs, mais je ne sais pas du tout m'en occuper. Donc cette espèce de contresens d'être jardinier, ça m'amusait beaucoup. À partir de là, j'ai rencontré bien entendu et des gens envoyés par le réseau qui étaient donc, si vous voulez, implantés dans Lyon comme moi, mais qui n'étaient pas de la région, et des gens de la région, bien entendu. Une femme qui s'appelait Irène Chiot, ou Irène Rossel. Rossel était son nom de femme. Irène Chiot, c'était son nom de jeune fille. Et c'est elle qui tenait cette maison. Qui donc, pour le réseau, et comme résistante, elle ne faisait pas ça comme ça. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Cette maison était ouverte comme refuge s'il fallait se cacher un jour parce qu'il y avait un problème. Et cette maison aussi était un dépôt d'armes dans une cave de la ferme. Une cave de pommes de terre, et il y avait des armes cachées, etc. Et donc j'ai connu. J'avais connu aussi quelqu'un qui a été fusillé à Auxerre, qui s'appelait Georges Vallereux. Hein. Et puis j'avais connu le fameux Julien Bon, qui était un des résistants de la région, qui est mort, qui a été pris par les Allemands dans une embuscade. Avant de se laisser faire prisonnier, il s'est tiré une balle dans la tête pour ne pas tomber prisonnier. Enfin, je connais un certain nombre de résistants là. D'autres, je les ai connus, mais sous des faux noms ou sous des pseudonymes, je ne sais même pas comment ils s'appellent vraiment. Il faudrait qu'on soit face à face et qu'on raconte nos histoires pour s'identifier. Quand on fait un peu l'historique de la résistance, on s'aperçoit que la plupart des fois, bon, c'est le hasard d'un contrôle dans la rue qui provoque une arrestation, sinon c'est par dénonciation. On est dénoncé. Alors moi, évidemment, je ne pouvais pas dénoncer, Gérard Sorel, jardinier, qui va le dénoncer. Mais la maison d'Irène Rossel, ou Irène Chiot, à Épizy, a été dénoncée. Quelques voisins ont dû trouver qu'il y avait peut-être trop d'allées et venues dans cette maison, trop de jeunes, des bicyclettes qui entraient et sortaient, parfois avec des sacoches un peu lourdes. Je ne sais pas, je ne peux pas mettre dans la tête d'un délateur. Mais j'imagine que c'est et ils ont dénoncé la Gestapo sans savoir. Ils ont dénoncé. Cette maison est louche. Il se passe quelque chose. Et le hasard a voulu que la Gestapo soit venue d'Auxerre avec une voiture, 2 et un chauffeur. Le chauffeur était un militaire et les 2 étaient le chef de la Gestapo d'Auxerre, qu'on appelait Dr. Haas, et l'autre était son adjoint. Et un chauffeur militaire de la Feldgendarmerie, c'est-à-dire de la gendarmerie militaire,
sont venus comme ça, au hasard, dans cette maison, pour poser des questions, pour voir. Et ils sont tombés sur Irène Rossel, il les a reçus et qui les a parlé. Et moi, j'étais rentré d'une mission, parce qu'il y avait eu un train de munitions allemand qu'on avait fait sauter à Pontigny, je crois, Pontigny, et un des copains avait disparu. Et j'étais parti pour essayer de retrouver la trace de ce Georges Vannereux, que j'avais retrouvé d'ailleurs, et j'avais trouvé la trace malheureusement trop tard parce qu'il avait été arrêté, il a été fusillé plus tard. Et en revenant à 3 h du matin, c'est-à-dire en plein couvre-feu, c'est-à-dire interdit de circuler, mais on circulait quand même, on descendait du train, on sortait de la gare alors que c'était interdit, et je suis arrivé à Épinal et je me suis couché, 4 ou 5 h du matin. Et quand la Gestapo est venue très tôt, je dormais encore. Donc j'étais vraiment cueilli. Bon, ils ne m'ont pas cueilli dans la chambre. Je me suis réveillé, je me suis habillé. J'arrive et j'entre dans la cuisine et Irène me dit l'air très calme. Vous n'avez pas de chance, Gérard, nous avons la Gestapo. Et avant de partir, j'avais pris sur l'oreiller un revolver que j'avais mis dans la ceinture. Alors, réflexe immédiat, j'ai essayé de tirer sur le type de la Gestapo. Mais le revolver était un imbécile de revolver canadien qui avait une mire, pour la ligne de mire, je ne sais pas comment on appelle ça techniquement, assez volumineux. Et il s'est accroché, je n'ai pas pu le sortir. Alors, le type de la Gestapo, deux des types de la Gestapo m'ont assommé à coup de crosse et je commençais à saigner, je n'ai plus rien vu, j'étais arrêté. Heureusement pour moi, je n'ai pas été arrêté avec ces faux papiers-là. J'étais arrêté parce que je devais partir de Joigny pour rejoindre Paris pour une réunion de l'état-major du réseau, avec le chef du réseau qui était un architecte qui s'appelait Fragé, Henri Fragé, et que je retrouvais à Buchenwald, dans le camp de déportation, 2 ans plus tard, qui a été fusillé par les Allemands et exécuté juste à la fin. Il était sorti du camp, c'était un chef très important de la résistance. Donc je devais repartir à Paris. Et donc j'avais, que c'était plus facile et plus commode, mes vrais papiers d'identité, qui étaient des papiers de réfugiés espagnols. Bon, réfugiés espagnols, c'était pas très protecteur à l'époque de l'occupation allemande, mais c'était des vrais papiers. C'est-à-dire que je m'avais demandé quelque chose, là, il y avait le consulat, et elle disait oui, il est inscrit ici, c'était l'espagnol. Donc c'était vrai papier. Donc, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, le consulat espagnol franquiste acceptait que les réfugiés aient des papiers du consulat. Une espèce de tolérance. Ouais. Après, c'est devenu plus difficile. Donc, j'avais mes vrais papiers. Donc, j'ai été arrêté avec mes papiers et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes espagnol, qu'est-ce que vous faites là, etc. Qui me permit de mieux défendre une thèse que j'ai maintenue sous les interrogatoires et sous la torture, la thèse que j'étais là par hasard. Que je n'étais pas vraiment le membre du réseau et que j'étais... Mais si j'avais été français avec de faux papiers, il est évident que ce n'était pas possible de défendre cette thèse-là. Mais les conditions de détention étaient comme celles de toutes les sections allemandes, de toutes les prisons françaises. C'est surtout l'incertitude. Il y a la période des interrogatoires qui est assez dure, pour employer un euphémisme. Après, il y a l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en général, à cette époque-là, il y avait encore des tribunaux militaires allemands qui jugeaient les résistants et qui condamnaient à mort beaucoup. Et puis, fin 1943, ils ont décidé de renvoyer directement en Allemagne en déportation tous les prévenus, tous les arrêtés qui devaient passer un jugement. Un gardien allemand acceptait de passer des petits mots comme ça. Alors, j'ai eu des petits mots d'Irène et j'ai envoyé aussi un petit mot pour lui dire que j'avais réussi à ne rien dire, que j'étais passé à travers les interrogatoires sans rien dire sur le réseau. Elle m'a raconté qu'elle n'avait rien dit, mais qu'on avait tout dit sur elle. Elle a été beaucoup dénoncée par d'autres personnes arrêtées. Elle était complètement brisée. Parfois, je la voyais à travers, dans les prisons françaises, c'était une prison française, la section allemande, il y avait des espèces de... pour que la cellule soit chauffée, comme il n'y a pas de chauffage dans la cellule, bien sûr, et que le grand poêle du truc central, il y avait un système de fermeture de la cellule qui laissait la porte entrouverte. Mais il était quand même verrouillé, mais la porte était entrouverte pour qu'il rentre un peu de chaleur. Et par cette fente comme ça, j'ai voyé Irène descendre à l'interrogatoire et remonter, mais alors, elle a vieilli, en un mois elle a vieilli, parce qu'elle était vraiment massacrée à l'interrogatoire. Elle est morte en déportation à Bergen-Belsen, qui est un camp terrible.
Jean Léger est un personnage important, d'abord parce qu'il existe, c'est pas un personnage de fiction. Il y en a d'autres qui sont des personnages de fiction, comme le gars de Semur. Mais Jean Léger est un personnage de fiction et est un personnage réel, mais qui devient presque un personnage de fiction parce que je l'ai quitté un matin très tôt dans la prison de Serres, justement quand j'avais été enlevé de la prison, transféré à Dijon et de Dijon à Compiègne pour partir en Allemagne. Lui, il restait au Serres et je pensais que je ne savais pas si on allait se revoir jamais. Il y a eu le réveil avant l'aube, la rumeur de toute la prison, réveillée d'un seul coup pour crier son adieu aux partants. De la galerie du dernier étage, la voix d'Irène lui était parvenue. Le gars de la forêt d'Hôte l'avait serré dans ses bras sur le pas de la cellule 44. « Salut Gérard » avait-il dit. « Peut-être qu'on se retrouvera. »« C'est grand, l'Allemagne » lui avait-il répondu. Et je l'appelais le gars de la forêt d'Hôte. C'est un personnage important dans mon univers imaginaire de la réalité d'Auxerre. Pour beaucoup de raisons, y compris la première, c'est que je suis enfermé avec un vieux paysan, mais c'est un homme très égoïste qui reçoit des grands colis de chez lui et qui ne partage pas. Je l'entends croquer des trucs, des pommes, du saucisson, et c'est assez pénible quand on n'a rien à bouffer d'entendre quelqu'un comme ça. Jean Léger, en arrivant, a changé tout ça. Il a dit, on partage tout. Ah, moi je ne partage, on partage tout. Et je lui ai dit, j'ai rien à partager, moi je ne recevrai pas de colis. Il a dit, tu nous emmerdes, on partage tout. Ce qui on partage. Donc déjà, il a établi dans cette cellule de 3 quelque chose de très nouveau. Donc pour moi, c'est un personnage très important. D'ailleurs, la dernière phrase qu'il m'a dite, avant qu'on ferme la porte, qu'on soit séparés, il m'a dit, j'aurais bien aimé partir avec toi, c'est-à-dire qu'on reste ensemble. S'il voyait que la personne interrogée ne racontait pas immédiatement tout ce qu'elle savait, quand il avait le soupçon que ou bien on leur racontait des mensonges, ou bien on ne voulait rien dire, ils interrogeaient. Pour nous, quand on parle de l'interrogatoire, on parle de torture. Quand on dit interrogatoire, c'est dire torture. C'est l'expérience que je crois que si des survivants résistants se trouvent ensemble par hasard à l'occasion du fait d'un congrès, d'un dîner familial, au bout d'un quart d'heure, tout le monde constate qu'on a été torturé. Bien sûr, les méthodes changent selon l'officier de la Gestapo ou de la gendarmerie, de la Feldgendarmerie qui vous interroge. La progression, c'est matraquage. On est menotté et on vous suspend par une corde attachée aux menottes à une poulie et on monte, comme ça on reste revenu. Ce qui est assez désagréable, pour ne pas dire autre chose, mais ce qui est pire, c'est quand on est menotté dans le dos. Et qu'on est suspendu comme ça parce qu'on a l'impression qu'on est complètement disloqué et brisé. Et puis il y a la baignoire. La baignoire d'eau froide qu'il s'arrange pour polluer avec des excréments ou des trognons pourris de boîtes, des ordures pourrissantes, où on vous enfonce la tête, jusqu'au moment où on étouffe, on vous relâche la tête, on vous enfonce de nouveau, etc., qui n'est pas non plus très agréable. Il m'est gardé de cette expérience-là, il m'est gardé une phobie complète et totale pour les baignades collectives. Parce que vous savez, quand on fait des baignades collectives, pas en mer, mais en piscine, il y a toujours un jeune qui veut être drôle et qui arrive près de vous et boum, vous enfonce la tête comme ça pour rigoler. Moi, j'ai pas envie de rire à ce moment-là, j'ai envie de tuer. Parce que tout à coup, ça revient. La sensation d'étouffement est très désagréable et très difficile à supporter. Moi, personnellement, j'avais établi, parce que j'ai passé une nuit entière dans la cellule d'Auxerre avant d'être interrogé. Bon, on a tabassé un peu à la Feldgendarmerie de Joigny après l'arrestation, mais le tabassage comme ça, coup de botte, etc., on ne se rend même pas compte parce qu'on est pris dans la fièvre du truc, en train de réfléchir. On est assez insensible parce que ça dure sur un quart d'heure, c'est très violent mais très rapide. Bon, tabasser. Tabasser, c'est ça, tabasser, c'est pas le truc systématique. Et puis après, passer une nuit tout seul à réfléchir, et je me suis dit, est-ce que je suis
capable de tenir si la torture devient... Parce que vous savez ce que c'était l'interrogatoire de la Gestapo, c'était pas idiot. On le savait tous. On avait même fait des séances spéciales dans le réseau pour expliquer aux nouveaux arrivants ce que c'était que le Gestapo et ce que c'était que l'interrogatoire, pour qu'ils sachent au moins qu'ils ne soient pas surpris comme des imbéciles devant la torture. Bon, savoir. Et ils avaient encore le choix de rester ou pas, de continuer ou pas. Bon, il fallait qu'ils sachent. Donc, je savais très bien. Je savais très bien qu'après la baignoire, il y avait l'électricité. Comme ça, on le savait, la progression. Et je me dis, je ne suis pas assez vaniteux pour dire, je suis sûr de moi. Jamais je ne dirai rien. Non. Alors, j'avais monté un truc qui consistait à préparer une histoire qui était complètement vraisemblable et complètement fausse, qui ne mettait en cause personne, qui était une histoire qu'eux-mêmes racontaient dans leur presse. Dans la presse nazie, il y avait 2 fois par semaine ou par mois l'histoire d'un jeune homme dévoyé par la résistance, c'était un peu leur truc là, l'armée du crime, l'armée de la corruption. Un jeune homme qui croyait qu'il faisait ceci, en fait il travaillait. Et j'avais inventé l'histoire d'avoir été contacté et de me trouver en train de faire du marché noir, les valises c'était du marché noir. Et bien de me trouver en fait en train de faire de la résistance, donc pris, coincé, menacé de mort. Une histoire complètement vraisemblable, mais qu'ils racontaient eux-mêmes dans leur presse, donc on pouvait leur renvoyer. Mais pour que cette histoire soit crédible, il ne fallait pas la raconter le premier jour. Parce que le premier jour, il n'était pas imbécile. Le premier jour, je me parle tout de suite, je dis non, celui-là, il va trop vite. Hein. Donc il fallait la raconter au bout d'un certain nombre de jours, d'interrogatoire dans le sens de torture, pour qu'elle soit crédible, pour qu'ils croient qu'on capitule, qu'on flanche. Donc je m'étais décidé à résister le plus longtemps possible, et au bout de X temps, on ne sait pas d'avance combien de temps on peut tenir, on ne sait pas, personne ne le sait d'avance. Et faire semblant de craquer, et raconter cette histoire, voir si elle tenait. Bon, j'avais raconté une histoire qui m'accablait moi, mais qui ne mettait en cause personne. Il n'y avait aucun nom, aucune personne n'était dénoncée. Je n'ai pas eu le temps d'arriver jusque-là, parce qu'avant d'arriver au moment où j'avais décidé de craquer, il s'est passé je ne sais quoi. Une autre affaire plus importante, on m'a abandonné les interrogatoires, on m'a renvoyé en prison en disant on va reprendre ça, et on n'a jamais repris ça. Je me suis trouvé un jour déporté en Allemagne sans avoir vraiment fini la série d'interrogatoires. Ensuite, un jour, c'est la déportation, le transfert de la prison d'Auxerre à la prison de Dijon, qui est la prison plus importante de la région, où ils avaient envoyé tous les prisonniers des maisons d'arrêt, des prisons plus petites dans la région, et de Dijon, un grand convoi par train jusqu'à Compiègne, qui était le camp de transit, au nord de Paris, à Compiègne, d'où on était déporté vers l'Allemagne, donc en janvier 1944. Donc, moi j'étais par hasard dans un camp qui avait toutes les bonnes conditions à l'intérieur de l'enfer, c'est-à-dire c'était un camp de travail, sans chambre à gaz, et de travail souvent productif, pour les SS bien entendu, mais productif, donc pas ces travaux absurdes qui consistent à construire une tranchée, et une fois qu'on a creusé la tranchée, à la remplir de nouveau, les travaux de punition qu'on faisait dans d'autres camps, et c'était des politiques allemands, des communistes, des socialistes allemands, et des chrétiens, les 3 catégories d'opposants au nazisme, qui avaient les postes de direction, et qui, à travers ces postes de direction, essayaient de maintenir une résistance, une solidarité, etc. Raconter cette expérience-là, c'est très difficile. C'est très difficile parce que on a tout le temps peur de ne pas être crédible. Alors on a tendance ou à exagérer, certains exagèrent pour que l'horreur provoque une attention de lecteur, ou à, au contraire, radoucir les choses pour ne pas provoquer de l'horreur, ne pas provoquer un sentiment de crainte ou de répulsion chez le lecteur. Je me suis considéré comme apatride pendant très longtemps. Aujourd'hui, je me considère, c'est encore plus compliqué, comme espagnol ou français. C'est-à-dire qu'au point de vue documentation, papier, officiel, passeport, je suis espagnol. J'ai récupéré
après avoir été longtemps réfugié, après il y a eu la fin du franquisme, le rétablissement de la démocratie en Espagne, donc j'ai obtenu une nationalité espagnole tout à fait normale, etc. Et je suis espagnol, j'ai un passeport espagnol, je voyage avec un passeport espagnol et je suis citoyen espagnol, même si je suis résident en France pour l'instant. Mais je me considère autant français qu'espagnol, autant espagnol que français. Et j'imagine que si je passais aussi l'exil, au lieu de se passer en France, ce qui était normal, j'étais passé au Mexique, j'aurais été mexicain aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas apatride dans le sens que je n'ai pas un sentiment très exaspéré ou très exacerbé de mon appartenance nationale. À moins que la possibilité dans l'avenir d'être européen soit une possibilité réelle, qu'une appartenance réelle, parce que pour l'instant c'est plutôt un projet, plutôt un rêve, plutôt une utopie. Mais si ça devenait possible, comme on le voit pour des jeunes qui aujourd'hui sont européens d'une façon très, très normale, ils sont plutôt européens qu'avant d'être ou allemand, ou français, ou espagnol, c'est encore une minorité. Mais pour l'instant, je suis apatride, mais pas par privation ou par défaut. Moi, je ne veux laisser aucun message. Le mot message me paraît un peu prétentieux. Les jeunes, oui, je ne parle jamais de ça, jamais de ça, de cette expérience-là, que ce soit la résistance, que ce soit la déportation, qu'à des jeunes. Je ne parle jamais. Autrement que dans des circonstances comme celle-ci, ou analogues, ou comparables. Sinon, je ne parle pas. C'est des choses que pour m'en sortir, il a fallu que j'oublie un peu. Donc, après, j'ai écrit, etc., mais il me paraît suffisant d'écrire. Donc, pas de message. Cela dit, il y a une considération que je me fais, c'est que nous sommes mais vraiment à l'orée, à la limite, à la frontière, du moment où il n'y aura plus de témoins. Parce qu'on va tous être morts. Même des témoins juifs. Je dis même, pourquoi? Parce qu'il y a eu des enfants juifs déportés. Il n'y a pas d'enfants résistants déportés. Les juifs ont été déportés en famille, et souvent des enfants. Souvent, très souvent. Il y a des centaines de milliers d'enfants. Donc la mémoire juive de la déportation va être la plus longue à disparaître. La mémoire directe, la mémoire, comment pourrais-je dire, presque charnelle, c'est mon souvenir. Mon souvenir. Et quand je parle de quelque chose, je parle au nom de mon souvenir. Je n'invente rien. Ou si j'invente, c'est parce que je suis un peu devenu fou. Mais j'essaye, moi en tout cas, j'essaye de ne rien inventer. De présenter les choses de la façon la plus compréhensible possible pour des gens qui n'ont pas de cette expérience-là et qui ne peuvent pas imaginer ce qui est inimaginable. Mais essayer de donner des éléments sur lesquels ils peuvent réfléchir. Donc, comme c'est à ce moment-là, je trouve qu'il faut... il y a une espèce de raison supplémentaire de dire ce qu'on a à dire avant de disparaître. Bon, après, il y aura de l'histoire. Après, il y aura des livres de sociologie. Après, il y aura des documents sur lesquels pourront travailler les historiens et les sociologues. Et après, il y aura, j'espère, des romanciers qui seront capables de parler de ça et d'inventer cette vérité-là, de la réinventer. Parce qu'il n'y a pas de romancier, la mémoire vivante va disparaître, parce que la mémoire vivante n'est pas la mémoire historique ni la mémoire sociologique, qui sont indispensables toutes les deux, mais qui ne sont pas suffisantes. Si un romancier n'essaye pas à travers les documents et l'expérience, etc., de faire revivre. Boris Vian a dit une fois une phrase très drôle. Il a dit, et qui est très juste, il a dit, dans ce livre, tout est vrai, parce que j'ai tout inventé. Si on n'invente pas cette vérité-là, si les romanciers, bon, ça va changer. Donc, d'une certaine façon, je considère que le temps qui reste, il faut continuer. Pas comme un message, pas pour dire, moi, il y a une phrase que je ne comprends pas très bien, le devoir de mémoire. On s'adresse à des gens comme vous, comme jeunes. Quel devoir de mémoire avez-vous? Ce n'est pas votre mémoire. Vous avez peut-être le devoir de connaissance, comme vous avez le devoir de connaissance historique en général, parce qu'il vaut mieux savoir d'où on vient, ce qu'a été votre histoire, ou l'histoire de vos parents et de vos grands-parents. Il vaut mieux, ne fût-ce que pour comprendre, pour préparer l'avenir. Il vaut mieux savoir ce qu'on est et d'où on vient. Sinon, on est comme un fétu de paille dans un courant de... Hein? Les devoirs de mémoire, non. Vous n'avez pas de mémoire. Vous avez des devoirs de connaissance ou d'information. Donc, je parle qu'aux jeunes, et je parle surtout parce que je me dis que
bientôt, vous qui avez encore l'âge d'écouter des vieux vous parler pendant assez longtemps, vous n'aurez plus l'occasion de parler avec des vrais témoins, c'est-à-dire des gens qui ont vécu ça, qui peuvent vous dire, cette mort-là, je l'ai vécue. Alors, profitez de nous quelque temps encore. Voilà.